En remontant la première vidéo de la chaîne, j'ai eu l'idée d'en faire une nouvelle. C'était en coupant un extrait où je parlais de vieilles consoles de jeux vidéo. D'ailleurs, en fait, j'ai acheté un trépied, je pense que l'image est mieux. Non. Tout ce que je vous souhaite. Je vous présente Ralph Beer. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Bref, Ralph Beer, il est sympathique. Il est le cliché de l'inventeur des dessins animés. Et pourtant, il est bien réel. Peu connu, il était de nature discrète et timide. C'est pour ça que vous ne le connaissez pas. Et pourtant, c'est le créateur du jeu vidéo. Sans lui, sans doute, quelqu'un aurait créé le concept. Le balbutiement des jeux électroniques comme Oxo dans les laboratoires de l'université de Cambridge en 1952 s'est bien créé sans lui. Oxo, c'était juste un jeu de morpion. Sauf que au bout d'un moment, il faisait la taille de 3 pièces. On est loin du setup gaming. Pourtant, c'est bien Ralph Beer qui va donner le coup d'envoi de cette vision de la technologie. Il a mis son âme et c'est le premier à savoir quoi faire avec. D'origine germanique, né en 22, il fuit le pays en 38. D'origine juive, il échappe de justesse aux rafles que vivront les autres habitants juifs du pays 2 mois seulement après. Joyeux. Autodidacte, il apprend à réparer des radios et en fera son fonds de commerce. Et ce, une fois installé aux États-Unis. Jusqu'à son affectation par l'armée américaine en 1943. La guerre le rattrape, mais pas de panique. Par ses compétences techniques, il sera mis au renseignement. Mais retour en Europe tout de même. Il retournera à la vie civile qu'en 1946, avec le programme G.I. Bill, une loi qui vise à réformer les troupes engagées pour la Seconde Guerre mondiale, accompagnée d'une assurance chômage pour les anciens soldats. Après avoir touché quelques fois la réparation de cette technologie nouvelle, La télévision. dans son ancien travail de réparateur, il rentre à American Television Institute of Technology de Chicago, où il sera le premier américain à obtenir un diplôme d'ingénieur en télévision. Un visionnaire. Technologie à tube optique, les téléviseurs ne sont pas agrandissables à l'infini, surtout à cette époque. Pourtant, Ralph pense pouvoir agrandir l'image en couplant un tube optique avec une lentille Schmitt. Et je parle pas des cuisines, c'est une lentille correctrice. Rien à voir. En 1949, il travaille pour Wapple Inc., une entreprise new-yorkaise de matériel électronique médical. C'est ici que la légende raconte que dans un brouillon, un jeu électronique intégré directement dans le téléviseur se serait créé dans l'imaginaire de Ralph. En 1955, il travaillera sur la technologie radar chez Saunders Associates à Nashua. Puis, à partir de 1956, Ralph travaille comme manager de l'équipe de recherche et développement, toujours dans la même entreprise. 10 ans après, en 1966, il reste toujours persuadé que trouver un nouvel usage pour les téléviseurs reste un projet viable. Il est à ce moment ingénieur en chef, toujours chez Saunders. Sauf que l'entreprise ne travaille pas du tout dans l'audiovisuel. Pourtant, il propose tout de même des brouillons de son projet aux dirigeants. Résultat, on lui laisse $2 500 de budget, tant qu'il mène à bien ses premières missions dans l'entreprise, le management. On lui accorde 2 ingénieurs, William Bill Harrison et William Bill Roche. Bill Tremendous, ce vieux Bill. Ils créeront ensemble la Brown Box, un prototype mais pas n'importe lequel, la toute première console de jeu. Ils créeront en tout 4 prototypes pour être précis, qui sont sans grand intérêt. À l'aide de boutons ou de contrôleurs, cela se limite à 2 ou 1 point qui se déplacent sur l'écran. Sur du vide, dont un où le contrôleur est en forme de fusil. Le pointeur vise précisément l'écran. Non, clairement, la Wii n'a rien inventé. C'est le début d'une idée de jeu, mais ils se sentent contraints par le manque de financement. Ralph le sait, ce n'est que des balbutiements, et les jeux ne sont pas aussi amusants qu'il l'aurait aimé. Ils doivent retirer tellement d'éléments du prototype pour la commercialisation du produit que le jeu ne peut qu'être limité. Les prototypes ne peuvent afficher que 2 points, je le rappelle. Certes, mais par force de contrainte, ils arrivent à faire afficher un 3e point sur le dernier prototype. C'est la création d'un jeu de tennis. Et là, c'est amusant, ce n'est pas juste 2 points qui se baladent sur un écran. C'est la création d'un jeu interactif, d'un jeu vidéo. 2 raquettes et une balle. Il faut un peu d'imagination, mais cela fonctionne.
c'est la création de l'Odyssée. Bon, après 3 autres prototypes encore. Après le rachat de la licence par Magnavox, une entreprise américaine qui fait encore aujourd'hui des téléviseurs, la licence sera achetée aussi par Nintendo afin de vendre la console sur le territoire nippon. Alors que l'entreprise ne crée pas encore de console, cela va même les inspirer. Sans Magnavox, sans doute pas de console de jeu créée par Nintendo. Anecdote peu rigolote, Nintendo portera plainte. Comme c'est étonnant pour Nintendo. Pour invalider les brevets de Magnavox lorsqu'ils créeront leur propre console dans le futur. Tout ça avant la NES ou la Famicom au Japon de Nintendo. Sous prétexte qu'Oxo a été créé avant l'Odyssée, et donc que ce n'est pas le premier jeu vidéo. On ne sépare pas encore l'appellation jeu vidéo et console à cette époque. Le procès est perdu par Nintendo. Ironique, surtout qu'ils doivent beaucoup à Ralph Beer, dont la Brown Box, prototype de l'Odyssée, rappelle le NES Zapper de Duck Hunt, de la NES. Bref, Nintendo ont toujours été des rats de la finance, déjà à cette époque. Autre anecdote, il fallait installer soi-même la prise vidéo sur la télévision. Installer un appareil sur sa télévision, c'était pas commun. Reprenons. La console se présente avec des calques translucides à mettre sur le téléviseur. On insère des cartouches rudimentaires qui représentent avant tout des paramètres pour la console. Vous vous rappelez du jeu de tennis? Il sera plagié par les équipes de Nolan Bushnell en 1972 pour Atari, créant l'une des premières bornes d'arcade. Vous savez, ces objets-là qui demandent beaucoup de pièces ou font des poches, pour pouvoir jouer plus de 5 minutes? Bref, Atari créera Pong. Pong qui est une grosse arnaque. C'est nul! Ouais, super. Le premier succès vidéoludique, c'est un plagiat. Ralph deviendra consultant et travaillera avec Coleco, qui créera un autre jouet électronique, le Super Simon. Oui, c'est lui le papa de cette autre invention. Le jouet vidéo, comme les Disney Infinity ou les Skylanders, cette mode passagère du jeu vidéo, prend racine pourtant à sa naissance. Les jeux à cristaux liquides comme les Game & Watch, ils prennent racine aussi dans ses travaux. D'ailleurs, ils ont foutu un Simon dans les Sims naufragés. La boucle est bouclée. Le gars, lui tout seul, a créé une industrie du divertissement qui est la plus rentable aujourd'hui. Les bornes d'arcade, les consoles de jeux vidéo, les jouets électroniques, tout part de son génie créatif. En 2006, il reçoit la médaille de technologie et d'innovation nationale remise par George W. Bush, fils, alors président des États-Unis. Il meurt en 2014 en laissant d'autres jeux électroniques comme le Amazotron et divers jeux à synthèse vocale. Oui, sans lui, ta petite sœur n'aurait jamais pu te faire chier avec ses jeux VTech, pendant que toi aussi tu n'aurais pas pu rager devant Call of Duty. La classe.